Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous emmener au Vietnam et je vais vous faire découvrir le nord du pays. Pour le moment, Benoît, si ça te va, on va aller à Hoi An pour commencer le voyage. Hein. Ouais, on traverse les rizières et on y est. Ça marche. Dans les rizières, il y a un truc qui est vachement chouette, c'est que pendant toute la période de jachère en hiver, on y met des troupeaux de canards. Et en fait, les canards viennent manger des nuisibles, notamment des œufs d'escargot. En plus, ils défèquent dans les rizières, donc ça apporte de l'engrais. Pas besoin de produits chimiques, on est sur du complètement bio. C'est un très bon riz. Quand on est à Hoi An, on est très rapidement en pleine campagne, en fait. Hein. Le président Ho Chi Minh avait résumé ça dans un aphorisme célèbre. Il avait dit « N'oublions jamais que les villes sont cernées par les campagnes ». Ça y est, on y est. Ça y est, c'est Hoi An. Et toi, quand t'es arrivé ici, t'as immédiatement investi dans un véhicule local? Ouais, et puis alors en plus, moi j'avais très envie de cette moto qui est une moto mythique au Vietnam. C'est une moto sur laquelle tout le monde a roulé. Je l'ai baptisée Jacqueline. Ça lui va bien. Et Jacqueline et moi, on a fait un sacré paquet de kilomètres ensemble. D'accord. Et voilà, monseigneur. Merci. J'ai bien aimé déjà cette ville la première fois que j'étais venu. Ça remonte à 10 ans. Et ça me fait tout bizarre en fait de te retrouver parce que on a travaillé ensemble, été journalistes ensemble il y a quoi, 25 ans peut-être? 25 ans, ouais. Ça ne rajeunit pas. Hein. Non, bon, en même temps, on n'a pas beaucoup bougé. Ouais, tu parles pour toi peut-être. Alors explique-moi un petit peu ton parcours ici au Vietnam. Ça fait combien de temps que tu es là? Il y a 15 ans, je suis venu pour faire de la formation de journaliste à la télé vietnamienne. Et en 2020, le Covid est arrivé et je suis resté enfermé au Vietnam. Ah, tu ne veux pas ressortir? Impossible de ressortir. Et puis j'avais plus de boulot, j'avais plus rien en fait. Aïe. Et du coup, j'ai dû improviser. D'accord. Donc je suis parti en voyage avec ma moto pour essayer de découvrir des tas d'épices. Jusqu'à ce que je rencontre le Ngoc Mam, cette sauce poisson qui m'a fasciné tout de suite. Et je ne sais pas pourquoi cette idée saugrenue a germé dans ma tête. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Elle a fermenté même. Elle a fermenté. La sauce Ngoc Mam. Et je me suis dit, voilà, je vais faire la mienne, je vais créer ma recette. Et aujourd'hui, cette sauce, elle existe. J'ai hâte de la goûter. J'ai envie de voir ce que c'est devenu le Vietnam, comment ça s'est projeté. Et j'ai envie de savoir si ce pays a gardé son authenticité, ses traditions, son âme, tout simplement. C'est resté vraiment authentique. Tu vas voir, on le surnomme le petit tigre d'Asie, parce que le petit tigre est en train de devenir gros, mais tu n'es pas au bout de tes surprises. Bon, je compte sur toi pour m'aider à comprendre. Soyez les bienvenus au Vietnam, bienvenue dans mes échappées belles. Tenez-vous prêt pour une échappée exceptionnelle. La première fois que j'ai navigué ici, j'ai pleuré d'émotion esthétique. Dans un pays spectaculaire et généreux. Le décor est extraordinaire et on ne regrette pas notre visite. Ce paysage est unique, je pense, dans le monde. Jérôme, je t'emmène à la pagode des parfums. Pour les Vietnamiens, c'est un lieu sacré. Il y a de tout, c'est assez déroutant quand même. Avec Jérôme Pitorin. C'est très excitant de voir passer le train d'aussi près. Très près. Chaque rencontre raconte une histoire. Là, je suis en train de ramasser des palourdes. En fait, je les cherche avec ce râteau. Ça me plaît de vivre comme ça sur le radeau, car l'air est pur ici, la vie est agréable et on est libre sur un radeau. Pour rien au monde, je ne voudrais vivre ailleurs. Avec son lot de surprises. C'est un café spécial. C'est un café aux œufs. Avec un jaune d'œuf. Oui. Le Vietnam, le voyage d'une vie. Maykay, tu es la reine des plantes. C'est spécialement pour les hommes. On appelle cette médecine 100% en forme, 2 personnes heureuses.
voulais visiter Hoi An, alors je vais te faire visiter le mien, un peu mon univers. C'est une petite merveille ce pont. Hein. Mais surtout, il a une grosse valeur symbolique, ce pont japonais. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'histoire dans cette ville. Elle est classée UNESCO, je crois. Ouais. Il date de quelle époque? Il date du XVIIe siècle et il a été construit justement pour relier le quartier chinois et le quartier japonais. Donc c'est vraiment un symbole d'alliance des communautés. Et toutes ces communautés mélangées, mixées dans Hoi An ont donné cette ville qui est vraiment particulière avec une esthétique spéciale. Je vois, on est au cœur de la vieille ville d'Hoi An. Oui, qui s'est ouvert encore plus au tourisme en fait. C'est très très touristique. Ah oui. Mais en même temps, c'est tellement joli. Dans la vieille ville, il y a en fait une architecture extrêmement panachée, donc une influence chinoise. Oui. Tout d'abord qu'on retrouve pas mal sur les toits, la forme des toits, les tuiles. Ça, c'est typique de l'influence chinoise, c'est même complètement chinois comme architecture. C'est l'influence principale ici. Ils sont restés quoi, un millénaire ici? Ouais, ils sont restés un bon millénaire les Chinois. En fait, tout le nord du Vietnam et le centre du Vietnam ont été sous domination chinoise pendant très longtemps. Et puis ensuite, les Japonais sont arrivés, ils ont mis leurs petites touches à droite à gauche. Puis évidemment, les Français qui ont passé une centaine d'années ici. Tu vois, ça, c'est une architecture typiquement française. Ouais. Le bâtiment arrondi. Ouais. Ça se fond complètement avec le reste. Et toi, Benoît, depuis que tu es installé ici à Hoi An, qu'est-ce qui te plaît? C'est quoi? C'est la douceur de vivre? Ouais, la vie est extrêmement douce ici, en fait. Moi, je vais me baigner tous les matins avant d'aller travailler. Ça vaut vraiment tout l'or du monde. On arrive au marché par le côté marché aux poissons, puisque tu vois là, on est sur la rivière, les bateaux qui arrivent de la mer peuvent arriver jusque là, décharger les poissons. Toute cette partie-là, c'est le poisson, ça? Tout ça là, à l'intérieur, c'est les poissons, les crevettes. Et ça là. L'ambiance, elle est juste exceptionnelle, là. C'est dingue, hein. Tout est d'une fraîcheur incroyable. C'est de la pêche raisonnée, c'est des poissons qui sont pêchés à la ligne. Ouais. Ça, pour moi, c'est hyper important parce que c'est le début de la saison de la pêche à l'anchois. C'est avec ça qu'on fabrique la sauce Ngoc Mam. C'est la sauce emblématique du pays, hein. C'est la sauce emblématique du pays, ça nous vient des Romains, c'était le garum, sauf que les Romains faisaient ça avec des restes de poisson et du sel. Ici, on utilise l'anchois entier. La préparation du Ngoc Mam, c'est très simple. 3 kilos d'anchois, 1 kilo de sel, on mélange tout et on laisse fermenter un peu plus d'un an. Et c'est ça qui donne ce liquide si précieux qui sert à tout assaisonner. Ça apporte du sel, ça apporte de la saveur, ça apporte du liant. Alors quand tu es arrivé, que tu as découvert cette sauce et que tu t'es dit je vais rester dans ce pays, je vais créer ma propre sauce à moi que je vais revisiter, c'est quand même s'attaquer au patrimoine gastronomique vietnamien. Oui, en fait, je m'y suis pas attaqué. C'était vraiment une déclaration d'amour, quoi. Et puis ça a grandi de plus en plus. Je deviens ce Français un peu fou qui a décidé de faire du Ngoc Mam au pays du Ngoc Mam. Donc tu ne regrettes pas ton choix, ton anchois, je veux dire. Non, c'est l'anchois du roi. Ça marche. Bon, là, c'est chez moi. Chez toi. Là, je te fais voir. Ça, c'est tout mon petit laboratoire. Ouais. Et ça, c'est la sauce poisson fumée que je fabrique. Donc, c'est une base de sauce Ngoc Mam. Chou Ben. Et donc, ça, c'est une sauce traditionnelle que je fais ensuite infuser avec des épices pendant 6-8 mois. Merci. Oh, le fumé, là. Oh, c'est bon. Hein. Moi, la sauce Ngoc Mam, j'aime ça. Mais alors là, avec le petit côté fumé, là, bravo. C'est toi qui as élaboré la recette. C'est moi qui ai inventé la recette. Wow. Et puis c'est infusé avec toutes sortes de choses. Tu vois, là, il y a du poivre, des piments. C'est très très bon. Je t'en prendrai avant de repartir. J'y compte bien. Ouais. Je te ferai voir comment on s'en sert. Ouais. Voilà, arrivé à la rivière. Comment s'appelle cette rivière? Elle s'appelle Thu Bong. Thu Bong. Bah, c'est tout bon. C'est tout bon. Ah, regarde comme c'est tout bon aussi. Allez, on va faire une petite photo. Souvenir. Voilà une belle série.
nous y voilà. Enfin, oh, Yann et ces fameuses lanternes, cette tradition, c'est quoi? C'est une tradition chinoise qui est venue avec le commerce? Exactement. Ouais. À la base, on mettait des lanternes sur l'eau, c'était un porte-bonheur, ça apportait la prospérité. Ouais, c'est ça. Donc on dépose ces petites bougies? Oui, en fait, les gens achètent les petites bougies, les déposent, font un vœu, et puis il y a plein de bougies sur la rivière. C'est beau, hein? C'est très romantique. Ouais. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est ce que j'allais te dire. Au Vietnam, manger dehors est une institution. Du matin au soir, la cuisine envahit les trottoirs. Dès l'aube, Mai prépare la soupe de vermicelle aux pieds de cochon, un plat emblématique du nord du pays. Le secret de cette soupe-là ne tient pas au vermicelle, mais au bouillon. On le prépare à partir des os de porc depuis hier après-midi. Le bouillon doit être clair, avec très peu de gras. Les gens d'ici sont des fins gourmets. Si ce n'est pas bon, ils ne viennent pas. Après des années à cuisiner pour leurs proches, ces deux amis ont ouvert leur échoppe il y a 5 ans. Hanoï, la capitale, compte des milliers de cantines de rue comme celle-ci, bien souvent tenues par des femmes. Les courses, la cuisine, en général, c'est l'affaire des femmes. C'est pour ça qu'au Vietnam, ce sont souvent les femmes qui tiennent les boutiques et les gargotes. Même quand on voit un homme dans la boutique, il ne fait que donner un coup de main. La plupart des clients, ce sont des habitués. J'ai aussi des gens de passage, mais ce qui me plaît le plus, c'est de me dire qu'après ça, ils vont revenir. Peu importe leur classe sociale, beaucoup de Vietnamiens ont l'habitude de prendre leur petit déjeuner dehors plutôt qu'à la maison. En sortant, la première chose qu'on fait, c'est choisir un endroit pour prendre le petit déjeuner. D'ailleurs, ce n'est pas cher de manger dehors à Hanoï. En général, tous ces petits restaurants sont tenus par des cuisinières qui font à manger pour leur famille avant de vendre aux autres. Elles ont leurs propres recettes que les grands restaurants n'ont pas. Et nous, on connaît les bonnes adresses. Pas besoin d'aller dans des restaurants chics. Depuis 2 ans, Trang fait découvrir toutes ses recettes de rue aux visiteurs étrangers. Asseyez-vous ici, s'il vous plaît. C'est notre premier arrêt. On commence avec le pho. Le pho est le plat le plus connu de la cuisine vietnamienne. Cette soupe de nouilles de riz, bœuf et herbes aromatiques peut se déguster à toute heure. C'est très bon. Ça a bien plus de goût que ce à quoi nous sommes habitués aux Pays-Bas. Ils mettent plus d'herbes aromatiques. Pendant 3 heures, Trang initie les touristes aux saveurs vietnamiennes, des plus sucrées. Voici le donut vietnamien. Il y a 2 sortes de donuts, avec du sucre ou au miel. Au plus inattendu. Au Vietnam, nous avons beaucoup de nourriture insolite, comme le chat et le chien. Et nous mangeons beaucoup d'abats comme le foie, le cœur, le rein. Nous mangeons aussi la cervelle, les yeux, les oreilles, la langue, le nez, les pattes. Mais ce n'est pas le cas ici. Dans ces petits beignets se cachent des vers de vase. Comme ceci. Ils vivent dans le fond des eaux saumâtres. C'est pas mal, mais je n'ai jamais rien mangé de ce genre avant. Au Vietnam, même quand on mange dans la rue, il y a quelques règles à respecter. Vous ne devez pas planter les baguettes dans le bol et les laisser comme ça. Il ne faut jamais faire ça, car cela rappelle aux Vietnamiens leur mort. C'est comme brûler des bâtons d'encens lors de funérailles. Et je vois parfois des gens qui utilisent leurs baguettes et leurs bols pour jouer comme ça, comme une batterie. Il ne faut pas faire ça, car les Vietnamiens pensent que vous invitez accidentellement des esprits errants dans leur maison et que cela va leur porter malheur. La cuisine vietnamienne doit sa richesse à la diversité des produits frais qu'on peut trouver dans le pays. La chef Hang se rend régulièrement au marché pour s'approvisionner en épices et herbes aromatiques.
Ce que j'ai dans la main, le gingembre, les épices, ce sont des ingrédients aromatiques de base de la cuisine vietnamienne. Dans notre gastronomie, l'équilibre entre le chaud et le froid est très important. Le gingembre, la citronnelle réchauffent car nous avons un climat froid dans le nord. Hang supervise les cuisines de 2 restaurants gastronomiques à Hanoï, dont celui-ci, sélectionné dans le premier guide Michelin 100% vietnamien, paru en 2023. Ici, elle revisite le poisson au caramel, une recette populaire. Dans un restaurant de ce standing, on utilise un poisson noble et on le sert sans les arêtes. Ailleurs, il serait servi avec les arêtes. On met moins de sel dans ce plat que ce qui se fait habituellement, mais on garde les mêmes épices. Ici, on met même un peu plus de citronnelle, de piment, de gingembre, de galanga, et le plat sera un peu plus parfumé. Depuis que j'ai commencé dans ce métier, il y a 21 ou 22 ans, j'ai toujours fait de la cuisine vietnamienne. Je constate que les plats sont de plus en plus connus et appréciés par nos clients internationaux. Parce que nous avons une grande variété de produits et un large choix de saveurs. Longtemps dans l'ombre des cuisines chinoises, japonaises ou thaïlandaises, la cuisine vietnamienne s'affirme de plus en plus sur la scène gastronomique mondiale. Oh là là, tu m'emmènes où? Ça, c'est un temple Cao Dai. La première religion ici, c'est le bouddhisme. Après, il y a le christianisme. Et il y a une religion qui est très récente, qui date des années 20, qui s'appelle le caodaïsme. Le caodaïsme. Ça mélange non seulement des religions, mais aussi des philosophies. Ah, c'est écrit en français aussi. Là. Dieu et l'humanité. Amour et justice. On dirait un costume d'académicien. C'est un costume d'académicien. C'est celui de Victor Hugo. Mais non. Parce que c'est aussi un des prophètes du caodaïsme. Ce qui est amusant, c'est que tu vois, même Jésus a des traits asiatiques. Jésus, c'est le deuxième en partant du bas. Ouais, c'est ça, voilà. Il y a Bouddha, Confucius, Mahomet. Je pense que c'est Lao Tzu. Oui. Carte postale. Et il fait son boulot hein, en même temps. Hein. Il fait son boulot. Ciao Chi. Rien. Ouais. Alors, elle, c'est la reine du poivre. Ça fait très longtemps, comme tu peux le voir, qu'elle fait pousser du poivre. Comment tu as réussi à communiquer en arrivant justement ici? C'était très compliqué, c'est pour ça que j'ai rencontré Tang qui était ici, qui m'a aidé beaucoup à communiquer, parce que bon, bah, cette dame, c'est une encyclopédie du poivre. Elle connaît tous ses plants, tous ses arbres. Pour l'instant, le poivre est très jeune. Il faut encore attendre 1 ou 2 mois pour qu'il soit mûr. Merci. À ce moment-là, il y aura la graine dedans et ça piquera plus. Donc là, si je goûte, par exemple, un grain... Tu peux goûter, tu vas voir. Il n'a pas encore pris toute sa puissance, mais normalement, tu devrais quand même être à peu près satisfait par la saveur qui se présente à toi. Là, on commence à t'appuyer un petit peu plus que la matière. Ah oui. Oui, je suis satisfait, oui. Ça, c'est la pipérine. La pipérine, c'est le principe actif, c'est ce qui fait que le poivre pique. Ça te fait rire, toi. Tu me fais rire. Je suis très satisfait. Ça marche ? On va cueillir le poivre un peu. Génial. Tu peux cueillir ça. Ça, on peut cueillir ça. Ici, en fait, on fait essentiellement du poivre noir. Quand le poivre vert a atteint une taille respectable et la maturité qu'on souhaite,
on le cueille, on le sèche et on fait du poivre noir. Et d'ailleurs, le Vietnam est le premier producteur mondial de poivre noir. Ouais. Bah écoute, là on commence à être pas mal. Ouais, t'en as assez? A priori, là j'ai ce qu'il me faut pour faire mes premiers essais, mes premières fermentations, pour voir comment ça va réagir. Je vais t'emmener maintenant sur une très jolie jonque. On va aller visiter la baie de Lanha. T'as le pied marin? Oui. Bon, tant mieux. À moi, oui. Merci beaucoup, Tank. Merci. Et bravo pour ce magnifique produit. C'est magique là quand même, hein, ce décor là. C'est le début de la baie de Lanha, c'est la petite sœur de la baie d'Along. Donc là, ce sont des villages flottants. Ouais. Et donc là, les gens font de l'aquaculture, de la pêche. Les pêcheurs qui étaient plutôt nomades au départ, ils venaient pêcher, ramener le produit de leur pêche. La demande ayant vachement augmenté, ils ont fini par s'installer là dans les années 80. C'est vraiment une vie particulière, quoi, hein. C'est des nomades sédentarisés, mais sédentarisés sur l'eau. Je vais te présenter Dao. Dao, il est cuisinier sur la jonque sur laquelle on va dormir ce soir. Ah, super. Et c'est ici qu'il vient s'approvisionner en poisson. Ah. Oula, c'est qu'il y a du gros bébé là. Ah ouais, on n'est pas sur de l'anchois là, Ben. Vous avez quelle variété de poissons ici? Du bar, de la carpe et du mérou. Et j'ai commandé un mérou. C'est un poisson qui se fait assez rare en France puisqu'il est très protégé. Il est protégé parce qu'il a été beaucoup pêché. Il a été beaucoup pêché parce qu'il est excellent. Un beau mérou. Wow. Ah ouais, c'est un beau bébé là. Il est un peu tacheté, c'est beau, hein? Ouais. Il est acheté pas très cher, hein, ici. C'est un bon prix? C'est 350 000 dong le kilo. Ça fait à peu près 12-13 € le kilo. Ça me paraît pas très cher. Bah non, c'est abordable, on est bien d'accord. Et comment s'organise la vie ici pour les courses, pour l'école? Les enfants, ils doivent aller sur le continent? Oui, les enfants vont à l'école sur le continent en bac. Et nous-mêmes, on emprunte les bacs quand on a besoin de regagner le continent, pour aller au marché. Il y a aussi des vendeurs qui viennent directement chez nous en bateau. Ça me plaît de vivre comme ça sur le radeau, car l'air est pur ici. La vie est agréable et on est libre sur un radeau. Sur Terre, l'environnement n'est pas aussi sain qu'en mer. Pour rien au monde, je ne voudrais vivre ailleurs. Le nord du Vietnam est traversé par un grand fleuve, le fleuve Rouge. Il prend sa source en Chine, arrose Hanoï, la capitale, et finit sa course dans la mer de Chine. Nous sommes ici à environ 5-6 km de l'embouchure du fleuve. Nous sommes dans une zone où nous élevons les fruits de mer et ça se développe bien car l'eau du fleuve et l'eau de la mer se rencontrent ici. C'est riche en alluvions. La population s'investit dans l'élevage des fruits de mer et notamment des palourdes pour améliorer les revenus de leur famille. À l'embouchure du fleuve Rouge, les zones d'élevage de coquillages s'étendent à l'infini. Duong possède un parc de 5 hectares. Un de ses ouvriers a passé la nuit dans cette cabane sur pilotis pour surveiller et s'assurer que l'eau reste propre. Il y a beaucoup de feuilles? Juste un peu. Il y a principalement des algues à la dérive. Vous nettoyez au fur et à mesure? Oui, c'est ça. Régulièrement, Duong inspecte ses palourdes pour vérifier leur développement. Actuellement, elles sont toutes minuscules. Mais dans 3 mois, elles auront la taille d'un ongle. Et je vais les revendre aux éleveurs qui vont prendre le relais jusqu'à leur commercialisation sur le marché. Encore 10 mois avant que l'on puisse les manger.
Pour le moment, elles ne sont que de la semence. C'est à marée basse que les pêcheurs peuvent ramasser les coquillages qui ont atteint la bonne taille. Là, je suis en train de ramasser des palourdes. En fait, je les cherche avec ce râteau. On les prend et on les met dans le seau. On travaille pour le patron qui va les vendre. Et quand on aura tout ramassé, les propriétaires remettront des palourdes. Et dans quelques années, ou l'an prochain, ils vont encore récolter. Les coquillages sont l'une des principales ressources pour les habitants qui vivent autour de l'embouchure du fleuve Rouge. Le fleuve et ses nombreux affluents irriguent un vaste territoire. Le delta du fleuve Rouge, berceau de l'artisanat vietnamien. On y trouve des centaines de villages de métiers. Bat Trong, dédié à la céramique, est le plus connu. Je pense qu'on peut trouver tout ce qu'on veut ici. Il y a des vases ou des objets de style asiatique, d'autres choses plus modernes. Oui, on peut absolument tout trouver. Un peu à l'écart du marché principal, Hoa possède son propre atelier. Il cherche à reproduire le style d'ancienne céramique, datant des plus prestigieuses dynasties vietnamiennes. Ce bol ressemble à un chapeau conique, inversé. Et à l'intérieur, vous voyez les dragons enthousiastes, joyeux, qui se poursuivent. Ça aussi, c'est un éléphant de l'époque Li. L'éléphant est couché car cette époque Li était une période de paix. Il y a beaucoup de références à la culture vietnamienne. Là, ce sont les statues dites des trois abondances. Hoa et ses employés travaillent surtout pour une clientèle vietnamienne de collectionneurs ou des particuliers qui lui commandent des pièces. Ces deux jeunes ouvriers sont en train de réaliser des bas-reliefs. Dans ces bas-reliefs, il y a souvent des références aux légendes, aux contes populaires vietnamiens. Par exemple, là, il est en train de modeler l'histoire du faisan et des pivoines. Une fois qu'ils ont fini le modelage, il faut retravailler et tailler pour affiner les traits de chaque relief. Il faut être rigoureux et précis. Parce que si par exemple la pâte a séché, on ne peut plus modifier. Et le vase est bon à jeter. Plus de 60% de la population de Bat Trong vit encore de la céramique aujourd'hui. Le delta du fleuve Rouge abrite aussi l'un des sites naturels les plus spectaculaires du nord du Vietnam. Trang An et ses immenses pitons calcaires au milieu de rizières inondées. On dit que c'est un peu la baie d'Along mais terrestre et du coup on voulait visiter cet endroit parce qu'on savait que ça allait être sympa, les paysages au milieu des montagnes, très calmes, en plein milieu des rizières aussi. Le décor est extraordinaire et on ne regrette pas notre visite. Ce paysage est unique, je pense, dans le monde. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014, le site se découvre au fil de l'eau. Chaque famille de la région a le droit d'exploiter une barque, pas plus. Tao est rameur depuis une quinzaine d'années. Comme les autres bateliers du secteur, sa technique est un peu particulière. En fait, on rame avec les pieds pour moins se fatiguer. C'est plus facile qu'avec les bras. On fait comme ça depuis toujours ici. Du temps où on ramait avec de petites barques en bambou, on ramait déjà avec les pieds. Pour profiter d'un panorama exceptionnel, de nombreux touristes consentent à un petit effort. Gravir les 500 marches de la montagne du Dragon. Regardez cet endroit, comme caché dans la brume, le brouillard. C'est merveilleux. Cette vue me procure beaucoup d'émotions. C'est magique. De là-haut, une vue à couper le souffle embrase toute la baie. Les voiles de la jonque. Ok, on y va.
Un bras sur deux, magnifique. Si on est synchro, on est bon. Et hop, faut qu'on aille derrière souquer les artivuses maintenant. Donc là, c'est la baie du Tonkin. C'est le golfe du Tonkin dans lequel se jette le fleuve Rouge qui traverse Hanoï. Sur les atlas, en général, ça s'appelle la mer de Chine, mais au Vietnam, on appelle la mer de l'Est. Parce qu'il y a quelques petits tiraillements avec la Chine, notamment au sujet de certains archipels. Merci de m'emmener là. Je t'en prie, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir de découvrir ces paysages-là. Quand on sait que la baie d'Along est classée parmi les 7 merveilles du monde naturel et qu'on a sa petite sœur jumelle. La première fois que j'ai navigué ici, j'ai pleuré d'émotion esthétique. Ouais, c'est sublime. J'avais le souffle coupé, il y avait un temps un peu brumeux comme ça. Et tu vas voir quand on avance, il y a des pitons rocheux qui arrivent dans la brume. Et il y a plein de légendes qui te reviennent, des histoires de piraterie. C'est très très riche d'histoires, de légendes. Bonjour capitaine. Ça va? Tu parles français? Oui, un petit peu français. C'est vrai? Génial. Quel beau bateau tu as? Bateau 4 Bas Princesse. Le bateau 4 Bas Prince a été construit en 2008. Et moi, je travaille sur ce bateau depuis 2009. Il a été construit selon le modèle des anciens bateaux à voile de pêche du Vietnam. Les jonques traditionnelles. Est-ce qu'à l'origine, ces bateaux-là étaient faits pour aller au long cours, pour partir loin? Oui. Ils pouvaient faire des dizaines de milles pour pêcher. En jouant bien avec le vent, ils pouvaient facilement naviguer jusqu'à Hong Kong. Alors moi, ce qui me fascine, en fait, c'est que depuis tout à l'heure, ton GPS est éteint, tu as juste la boussole. Comment on fait pour se souvenir de l'itinéraire? J'ai commencé très jeune à travailler sur des bateaux et je connais très bien la région. Avec le temps, j'ai tout retenu dans ma tête. Mais au temps de mes grands-parents, c'était en regardant les étoiles que l'on s'orientait pour naviguer. Je suis fier d'y être matelot. Santiago, 18,400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Bravo. Hey là-haut. Ça va? Je peux t'aider? Ok. Ok? Ok. Qu'est-ce que tu as prévu comme recette? Ce soir, je sers du poisson à la vapeur à la sauce soja et une soupe de poisson aigre douce. Ça s'affaire ici. Ouais. Alors, ça va? Comment vont les chefs? Super bien. Écoute, on prépare ce mérou. Moi, je suis parti sur un genre de sashimi ceviche mais avec des saveurs locales. Et toi, qu'est-ce que tu nous prépares? Là, je suis en pleine session de pêche. Là. Pêcher quelques calamars. Alors, c'est ici que ça se passe? Alors, montre-moi comment tu fais. Hop, ok. Et en fait, c'est la lumière qui les attire, c'est ça?
C'est notre appât qui émet une lumière. Ça ne se voit pas comme ça. Mais dans l'eau, ça émet une lumière bleue, que les calamars suivent pour l'attraper. J'en ai un. Allez, Hung, allez. Oui, bravo. Merci, bravo. Bravo, fais voir un peu. Waouh, je vais essayer de pas prendre... Hop, là, j'en étais sûr. J'étais en train de dire, je vais essayer de pas prendre d'encre. Bravo. Merci à vous. Tu veux bien me donner? Oh là là, oh là là. Oh là 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 là, oh, oh, oh. Bravo. Eh, Benoît, viens voir. Regarde-moi ça. T'as attrapé quelque chose? Eh. Attends, attention. Ah, je crois que t'as un copain. Ah, attention, attention. Bonsoir. Bonsoir, mon capitaine. Ça va? Ça va bien? Capitaine, voici les victuailles. Quelle table. C'est un repas royal, là. Bon appétit. Bon appétit. Ok. Oh, le mérou. Le mérou, bravo, hein, Dao. Hein. La cuisson, là. Bravo, cuisinier. Ah ouais, vraiment, chapeau. Hein. Zatwan. Zatwan, ça veut dire quoi? Ça veut dire très bon. Zatwan. Zatwan, Vietnam, Zatwan. Zatwan. Très bon. Très bon. Zatwan. Moi aussi, je n'aime le Vietnam. N'aime Vietnam. Ouais, oui, je n'aime le Vietnam. C'est magique, hein. Il n'y a quasiment aucun bruit qui vient déranger la méditation. Il y a des petits oiseaux de temps en temps qu'on entend. C'est exceptionnel. Je suis très content d'être là avec toi. Moi aussi. Vraiment. Je trouve que c'est des retrouvailles tellement improbables, inattendues. Ouais, c'est un chouette cadeau. La vie nous offre des beaux moments, je trouve. Ouais, pour peu qu'on sache les saisir. Et je crois que c'est plutôt réussi, là. Merci, mon camarade. Ben, merci d'être venu jusque-là. Puis reviens vite. Ouais. ouais. On l'appelle la rue du train, au cœur du vieux Hanoï. Là où le train passe plusieurs fois par jour, au ras des habitations et des badauds à la recherche du grand frisson. C'était un peu angoissant. C'est très excitant de voir passer le train d'aussi près. Très, très près. Habitant de la rue, Long n'a qu'à descendre quelques marches pour passer de son domicile à son lieu de travail. Je prépare mes premiers rangs pour que les premiers clients puissent choisir les meilleures places, le plus près possible du train, mais en toute sécurité. Il y a 3 ans, Long a quitté son poste de fonctionnaire et a transformé le rez-de-chaussée de la maison familiale en café. Depuis que j'ai mon café, ma vie a changé, évidemment. J'ai plus de revenus et plus de contacts avec des clients internationaux. Dans les années 80, le quartier était très différent. Il n'y avait qu'une rangée de maisons délabrées. Depuis qu'on nous a autorisé à transformer ces taudis en café, la rue est mieux entretenue, plus propre. La voie ferrée traverse ce quartier depuis plus de 100 ans. Mais cette rue est devenue l'une des principales attractions de la capitale il y a quelques années seulement. Elle doit son essor aux millions de publications sur les réseaux sociaux. Désormais, tout le monde veut sa photo sur les rails ou au plus près du train. Cette popularité a changé la vie des habitants. Je vis ici depuis 1972. Il n'y avait pas grand-chose, mais depuis l'arrivée des touristes, le quartier change. Il est de plus en plus animé, joyeux. Il y a de plus en plus de monde. Les autorités ont déjà tenté de réguler l'affluence dans la rue.
En 2019, elles l'ont fermé aux visiteurs par peur de problèmes de sécurité. Certains commerçants ont peur que cela se reproduise. Je ne comprends pas bien la politique des autorités. Les cafés sont tantôt autorisés, tantôt interdits. Il y a même des rumeurs selon lesquelles l'État va bientôt interdire aux tour-opérateurs d'amener des touristes dans le quartier. On ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve. Pour éviter de nouvelles restrictions, les patrons de cafés se mobilisent. Je dois m'assurer que mes clients sont en sécurité quand ils viennent ici. On coopère avec les agents en poste un peu plus loin. Excusez-moi, c'est l'heure du train. Je dois... Excusez-moi. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Avancez, mettez-vous sur le côté. Mettez-vous sur le côté. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous maintenant. C'est rigolo, rien que déjà la mise en place, tout ça, c'est un peu comme si on était au théâtre, quoi. Ce train traverse Hanoï en direction de Haiphong sur la côte. De la fenêtre aussi, le spectacle vaut le coup d'œil. Je prends le train quasiment toutes les semaines et à chaque fois je regarde la rue des trains, comme on l'appelle ici, parce que c'est extrêmement vivant, c'est toujours un peu impressionnant parce que tous les touristes sont là agglutinés et ils mettent de plus en plus de lumière. Aujourd'hui, c'est vraiment féerique. Contrôleur de ce train depuis 2013, Viet Tran apprécie aussi la vue avec un petit stress en plus. À chaque fois que nous passons sur cette portion de voie, devant ces cafés situés entre la gare de Hanoï et celle de Long Bien, les conducteurs et nous-mêmes sommes très tendus, sous pression. Car les clients des cafés se trouvent très près de la voie ferrée. Cela oblige les conducteurs à toujours être très vigilants. Ils doivent observer et klaxonner continuellement pour assurer la sécurité. Pour éviter la foule, certains n'hésitent pas à se lever très tôt. Brian, photographe installé au Vietnam depuis 7 ans, guide ce couple de touristes américains. Ces derniers espèrent bien ramener leur cliché du train de 6 h du matin. C'est probablement la photo la plus difficile à faire aujourd'hui. Nous essayons d'arriver plus tôt pour être sûr d'avoir le train rien que pour nous et le quartier tranquille. L'histoire n'est pas seulement à propos du train. Ce qui compte, c'est le quartier et les gens qui y vivent. C'est très lumineux, donc adaptez vos réglages. C'est beau. Regarde ça. C'est le résultat que j'espérais. C'est même encore mieux. Je suis tellement content qu'il pleuve. Cela ajoute un certain mystère et une profondeur à l'histoire. Ce tour photo le long des rails existe depuis 2013. Mais ces dernières années, les guides ont adapté leur itinéraire pour que l'expérience reste authentique. Peu de gens en Occident vivent le long des rails. Alors pour les étrangers, voir des habitants faire leur vie à côté des voies ferrées est vraiment quelque chose de spécial et très rare dans le monde aujourd'hui. Brian et ses clients terminent la balade sur le pont Long Bien, le plus vieux pont d'Hanoï. C'est le pont le plus connu d'Hanoï. Il a été conçu par les Français. Il a résisté à la guerre après les bombardements. Ils en ont reconstruit des parties, seulement de petites parties. Et il est toujours debout. 100 ans plus tard, le train continue d'y circuler. Les photographes peuvent ainsi immortaliser 2 icônes d'Hanoï en un seul cliché. Ça va, Anne? Bienvenue à Hanoï. Merci. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici, près de ce lac?
Oh, parce que ce lac est très spécial. Je vais te raconter l'histoire et la légende de ce lac. Une légende? Oui. Ah, j'adore. Ce lac s'appelle le lac de l'épée restituée. L'épée restituée? Oui. Quand les dynasties Ming ont envahi et occupé le Vietnam au XVe siècle, à cette époque, il y a un pêcheur qui a trouvé une épée très brillante. Il a offert cette épée aux dirigeants de la résistance qui se nommait Lê Lợi. Et grâce à cette épée, ces soldats ont pu combattre les agresseurs et ont obtenu l'indépendance du pays. On peut dire que les Vietnamiens qui ont été quand même beaucoup sous la tutelle de plein de peuples, hein, les Chinois, les Français, les Japonais, c'est un peuple qui a toujours fait preuve de résilience et ça c'est un peu un symbole ici, ce pont et ce lac. Oui, en 1954, la France s'est retirée du Vietnam. Mais après, les Américains sont arrivés et le pays a été divisé en deux. Le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Et pendant plus de 20 ans, c'était une guerre atroce entre le Nord et le Sud. En 1975, le Nord a libéré tout le pays et le 30 avril 1975 est devenu le jour de la libération nationale. D'accord. Donc on pourrait presque dire que ce pont, c'est un peu comme la réunification du nord et du sud du Vietnam. Hein, c'est une passerelle finalement. Enfin, ce pays ne fait plus qu'un, quoi. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Dans les ruelles d'Hanoï, là. Nous sommes dans le vieux quartier de Hanoï, celui des 36 rues et corporations. Au XIe siècle, le roi Ly Thai To a transféré sa capitale de Ninh Binh à Hanoï. Les artisans se sont donc regroupés par quartier pour former de véritables villages organisés selon les métiers. Et ici, on vend des plantes médicinales. Ah oui, je vois, d'accord, ok. Donc c'est des apothicaires un petit peu avec des racines, des feuilles et plein de choses. Ah, là on est dans la corporation quincaillerie, là. Ah, les étals avec les vis et tout. Le nombre de scooters, là, c'est incroyable. Il y a combien d'habitants à Hanoï? Il y a environ 10 millions d'habitants. Donc 10 millions d'euros à peu près. Presque. Toi, tu as grandi dans Hanoï? Non, je suis née dans une province à environ 100 km au nord de Hanoï, dans une famille très modeste. Ok. Et mon père est mort quand j'avais 8 ans. D'accord. Et ma mère, elle a dû travailler très dur pour nourrir moi et ma petite sœur. Ta petite sœur, d'accord. Tu as fait tes études ici? Oui. En 2006, j'ai fait mes études dans une université. Ok. Oui. Et à ce moment-là, ma mère me donnait 40 € par mois. Oh là là. Pour toutes mes dépenses. Donc tu as dû être très vigilante sur ton budget. Quel est le salaire moyen ici au Vietnam? C'est environ entre 250 et 300 € par mois. Ah ouais. Tu as développé ton activité dans le tourisme avec ton blog, avec ton site internet. Tu proposes maintenant des visites. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accueillir les autres pour pouvoir présenter ton pays? J'aime bien la culture vietnamienne, donc j'aimerais partager mon amour aux autres touristes. Voilà, on est arrivé. Hein. Tu m'emmènes dans un couloir? C'est quoi? L'entrée est pour le coup insolite. Ciao. Vous pouvez nous servir de cappuccino vietnamien, s'il vous plaît? Alors, c'est un café. Oui, c'est un café spécial. C'est un café spécial? Goûte, j'ai goût. C'est bon? Mais je ne saurais pas te dire ce que c'est. C'est quoi cette crème en fait? En fait, on l'appelle un cappuccino vietnamien. Et c'est un café aux œufs. Avec un jaune d'œuf? Oui.
Comment c'est né en fait? En 1946, c'était difficile pour les Vietnamiens car c'était la guerre d'Indochine. Tout manquait, en particulier le lait concentré. C'est ainsi que M. Jiang a inventé le café aux œufs, en remplaçant le lait par le jaune d'œuf. C'est assez étonnant comme goût. Et on sent assez peu l'œuf. C'est vraiment agréable. Alors là, c'est ambitieux. Waouh. Bravo, hein. Ici, la mobilette remplace le camion, quoi. Oh là là, c'est incroyable. Les fêtes, les anniversaires. Ou des événements. Les événements, ouais. Ça, c'est quoi? C'est les panoplies pour les enfants, pour se déguiser? C'est pour les défunts. Pour les défunts? Oui, par exemple, à l'anniversaire de mort de quelqu'un, donc je brûle ces choses-là pour envoyer à lui ou elle. D'accord. Le défunt, il aura une montre, des cigares ou une carte bleue, quoi. Oui, d'accord. Oui. Donc par exemple là, cette voiture en carton, on envoie des voitures dans l'au-delà en fait. D'accord. C'est une tradition très répandue dans presque toutes les familles vietnamiennes. Ouais. J'ai adoré la découverte de ce quartier de Pho Co. Juste incroyable. Merci pour cette découverte. Des danses de dragons, des buffles dans les rizières, ou encore une partie de pêche rocambolesque. Les spectacles de marionnettes sur l'eau mettent en scène la vie des paysans du delta du fleuve Rouge, ainsi que des coutumes et des légendes ancrées dans la culture vietnamienne. Les personnes plus âgées qui connaissent déjà cet art et qui comprennent sa valeur culturelle continuent à l'aimer et à le considérer comme une fierté nationale. Parce que c'est un art vraiment typique qu'on ne trouve qu'au Vietnam. On apporte aussi un souffle moderne dans nos pièces. C'est pour cela que les spectateurs non seulement viennent avec enthousiasme, mais ils apprécient aussi vraiment cet art. Dans ce théâtre d'Hanoï, les artistes enchaînent 3 représentations par jour, principalement pour les touristes. Nous sommes de Bombay, en Inde. J'ai aimé le spectacle, c'était marrant, différent, et on apprend beaucoup sur la culture vietnamienne. C'était rafraîchissant à voir. C'est la première fois que nous venons ici, sur cette terre, le Vietnam. C'était très bien. Cet art a été inventé au XIe siècle par les paysans qui travaillaient dans les rizières. Aujourd'hui, certains villages, comme celui de Ben, restent très liés à cette culture traditionnelle. Autrefois, il y avait 14 ou 15 troupes. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une dizaine qui se produisent. Beaucoup ont disparu à cause des contraintes économiques. Nos collègues ont abandonné. Mais notre troupe du village Rak tient bon, car on maîtrise à la fois la fabrication et le spectacle. C'est ce qui nous permet de continuer jusqu'à aujourd'hui. Bonjour mon oncle. Tu peux ouvrir la porte s'il te plaît? Dans le temple du village, des dizaines de marionnettes sont conservées depuis plusieurs générations. Voici une très vieille statue de l'époque des premiers artisans. C'était pendant la période féodale. C'est un notable de la cour, le mandarin Tisak. Ça remonte à plusieurs siècles. À mon avis, sauvegarder les anciennes marionnettes que nos ancêtres ont laissées, c'est préserver un patrimoine inestimable. Fabriquer exactement les mêmes modèles, ce serait très dur. On peut les copier grossièrement, mais les refaire à l'identique, c'est impossible. Ben est lui-même un fabricant de marionnettes réputé. Pour les commandes plus importantes, il travaille avec l'atelier de son cousin. Bonjour, chef. Bonjour. Je viens aujourd'hui pour voir les pièces du nouveau spectacle. Regarde la forme du cheval. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose selon toi?
Le cheval est bien proportionné. Les hanches bien larges. Un vrai cheval de guerre, c'est bien. Mais pour jouer la scène, il faut qu'on installe un système mécanique dedans. Donc il faudra peut-être adapter un peu. Les artisans sculptent les marionnettes à la main dans un bois léger et solide, comme le bois de figuier. Quand je passe une commande auprès de Tienne, je lui demande impérativement de respecter le bois dont j'ai besoin. Ensuite, la peinture doit être belle, les mécanismes bien huilés, pour que lors de la performance dans l'eau, les marionnettes bougent de manière fluide. Voilà les critères de qualité. La majorité des marionnettes fabriquées ici sont réservées à la troupe du village. D'autres sont vendues au théâtre d'Hanoï. Fong, 25 ans, a rejoint l'atelier il y a 1 an. Plus la société évolue, plus il nous faut penser à adapter le design et les performances au temps moderne. Par exemple, on conçoit aussi de petites marionnettes comme souvenirs pour les touristes. Cela nous permet de gagner notre vie et de faire des spectacles en modèle réduit. Chez nous, pour les touristes, mais aussi pour vulgariser la culture auprès des jeunes, des enfants, en école maternelle, jusqu'aux étudiants. Dans le village de Dao Tuk aussi, la tradition des marionnettes sur l'eau est bien vivante. Des spectacles en plein air ont lieu plusieurs fois par mois. S'il vous plaît, les artistes qui vont participer à la représentation, veuillez descendre effectuer les préparatifs avant le spectacle. Vous tous, s'il vous plaît. Les membres de la troupe ont tous un autre métier et gagnent une dizaine d'euros chacun par représentation. Aujourd'hui, ils jouent pour quelques touristes et une classe de maternelle venue du village voisin. Immergés dans l'eau jusqu'à la taille, les marionnettistes font preuve de dextérité et de résistance physique. Min est l'une des 5 femmes de cette troupe qu'elle a rejoint il y a 15 ans. Auparavant, il n'y avait que les hommes qui pouvaient jouer. Les femmes pouvaient seulement chanter. Mais à partir de 1984, lorsque la troupe de marionnettes a été restaurée, les femmes ont commencé à apprendre le métier. Les anciens ont alors transmis leur savoir aux femmes, mais à une condition. Elle devait épouser un homme du village. Si elle se mariait avec quelqu'un de l'extérieur, elle n'avait pas le droit d'apprendre cet art. Mais aujourd'hui, c'est plus ouvert. Et les règles sont bien plus souples qu'à l'époque. C'est grâce à ces artistes passionnés que cet art millénaire résiste au temps. Jérôme, je t'emmène à la pagode des parfums. Pour les Vietnamiens, c'est un lieu sacré. C'est dédié à la princesse de Dieu Tien, qui a fait sa retraite pendant 9 ans dans la grotte de Huong Tich. Puis, elle est devenue Bouddha. Dis donc, il y a énormément de bateaux. Il y a combien de bateaux au total? Il y a 4000 bateaux. 4000 bateaux. Cette pagode des parfums est considérée comme une terre sacrée et est devenue un lieu de pèlerinage pour tous les Vietnamiens. D'accord. Mais il y a de la musique partout depuis qu'on est parti là. C'est quoi l'idée en fait? Je comprends pas. C'est pour attirer l'attention des gens. Parce qu'ils vendent des choses, des boissons, des cafés, d'autres choses. C'est festif, hein? Il y a des moments comme là où on n'a pas la musique. Et on est dans une ambiance un peu mystérieuse avec la brume, avec ces pics rocheux là. Oui, c'est très agréable, oui, c'est beau. Oui, c'est comme une façon de méditer. Hein. Oui, c'est vrai. Donc tu immerges dans la nature. Quoi. On va se mettre en méditation. Hein. Comme ça, on va oublier cette musique. Hein. Même si elle est sympa. Hein. Mais on va méditer quand même. Come on, hop là! Ici, vous pouvez acheter des jouets, choisir votre sac à dos, vos vêtements, votre parapluie. Il y a de tout, c'est assez déroutant quand même.
C'est un porc-épic? Oui, c'est le porc-épic. D'accord. Vu comme ça me met pas en appétit, mais bon. Depuis tout à l'heure, je croise plein de gens. Et il n'y a qu'une seule personne qui est habillée en tenue traditionnelle, qui est très élégante, c'est toi. Merci. J'adore la tenue traditionnelle vietnamienne, surtout la longue robe, ouais. Les femmes, ouais. Parce que ça représente la féminité. Ah, d'accord, eh ben, ça te va très bien. Vous pouvez essayer. Pour 50 000, vous avez 8 sachets. Je vous invite à déguster. On dirait du tissu, tu sais, on dirait comme un petit bout de coussin. Ça a l'air tout souple. C'est quoi? C'est la farine du blé. D'accord. Ah oui, donc ça durcit, ça devient croquant. C'est un peu sucré. Ouais, c'est pas mauvais. Hein. Là, il y a des petites statuettes, là. Des bodhisattvas et des disciples du Bouddha aussi. Et Ho Chi Minh Ho Chi Minh aussi. Au milieu, il me semblait, oui. Oui. Toi, tu es de quelle confession, justement? Je suis athée, mais je pratique des enseignements du Bouddha. Et, le soir, avant d'aller se coucher ou le matin, avant de se lever, je réserve 15 à 30 minutes en fonction du temps que j'ai pour méditer et mieux ressentir les sensations de mon corps. Par exemple, quand quelqu'un me dit quelque chose de méchant ou de négatif, le fait de faire de la méditation me permet de mieux me contrôler et d'éviter de me mettre en colère quand je sens le feu qui brûle dans mon corps. D'accord, tu arrives à contrôler finalement tes émotions et à devenir maître de l'émotion qui t'envahit. Bon, alors partageons le positif ensemble aujourd'hui encore. Donc maintenant, tu peux faire un vœu. Hein? Oui. Oui. D'accord. Et puis tu plantes. Et puis tu fais comme ça 3 fois. Hein? On monte assez haut, là, dis donc. Jérôme, on est arrivé à la côte. Je pense qu'on peut acheter des fleurs comme offrande. Super. Qu'est-ce que tu veux prendre comme fleur? Fleurs de pamplemoussier. Fleurs de pamplemoussier. Alors, à présent, on descend dans les entrailles, alors. Dans la montagne. Ah, la taille de cette grotte. Et Jérôme, tu vois, si tu veux avoir un fils, oui. Tu viens ici pour prier. D'accord, devant cette concrétion-là. Et pour les filles, c'est ailleurs? C'est ailleurs. D'accord. Moi, j'ai déjà un fils et une fille, alors j'aurais pas besoin de prier. Sám môi phát nguyện dĩ quỳ bạch lễ Đông Phương giáo chủ tiêu tai diệt thọ dược sư liều ly quang hiếu sần sám môi phát nguyện dĩ quỳ bạch lễ đại cư đại bi cứu khổ cứu đạt linh cảm hứng quang. C'est beau hein, de voir les gens comme ça en train de prier dans ce cadre-là qui est entre mystérieux et en même temps assez féerique avec ses lumières, avec ses fleurs, avec ses dorures. C'est spécial. Pourquoi ça s'appelle la pagode des parfums? C'est un parfum métaphorique du Bouddha, représentant la charité et la bienveillance des êtres humains.
C'est un joli nom, c'est très poétique. C'est pourquoi ce site est très célèbre dans les chansons et dans les poèmes aussi. Ok. Est-ce que tu me chanterais quelques phrases, un couplet, pourquoi pas? Oui, c'est comme ça. Hôm qua em đi chùa Hương, hoa có còn mờ hơi sương, cùng thầy mẹ vẫn đầu soi gương. D'accord, bravo. Merci à toi. Merci. De rien. Merci. Tu veux ton manteau? Oui, je vais le mettre dans le sac. À bientôt. Fais attention sur la route. Tang appartient à l'ethnie Hmong. Il quitte sa mère et sa grand-mère pour aller travailler. Depuis 5 mois, il est embauché comme Easy Rider, ces motards qui emmènent les touristes sur la boucle d'Asiang, un circuit d'environ 350 km dans le nord du Vietnam. Bonjour. Salut, comment tu t'appelles? Je suis Tang. Et toi, comment tu t'appelles? Enchanté. Tu viens d'où? Pour de nombreux baroudeurs comme Lisa, louer une moto avec chauffeur pour faire la boucle d'Asiang est devenu une aventure incontournable. Ça se fait sur 3 ou 4 jours et en fait on fait plusieurs stops dans plusieurs villages et pour admirer les montagnes et pour découvrir un petit peu la vie locale. On part avec un grand groupe et on profite tous ensemble. Trop chouette. Vous êtes prêts pour la boucle? Bon voyage, bye bye. Ces touristes français et québécois vont découvrir une des plus belles routes du Vietnam. Dans ce décor de montagnes et de rizières en terrasse, vivent près d'une vingtaine de groupes ethniques. Une diversité qu'on ne trouve que dans le nord du pays. Pablo, étudiant à Ho Chi Minh, dans le sud du Vietnam, a voulu explorer cette région si différente. La Jungle Loop, c'est quelque chose que je connaissais pas avant de venir au Vietnam. Pour le coup, j'avais plus la baie d'Along en tête, les rizières. En venant au Vietnam, j'ai rapidement eu des copains qui ont eu l'occasion de la faire plus tôt. Et c'est quelque chose dont tout le monde a commencé à parler. Il y a cet esprit motard qui est vachement associé au Vietnam. Il y a tout le monde qui a scooter, donc il y a ce sentiment de liberté dans la montagne aussi. Cette province reculée s'est ouverte au tourisme ces dernières années. Elle a accueilli 3 millions de visiteurs en 2024, 5 fois plus qu'il y a 10 ans. Ce restaurant est le seul à des kilomètres à la ronde. Tous les groupes de motards et touristes engagés sur la boucle s'y arrêtent pour déjeuner. Il y a quelques années, à l'ouverture de ce restaurant, on avait seulement 30, 40 clients. Maintenant, on en a 200, 300, même jusqu'à 600 ce midi. Le tourisme se développe, on vit mieux aussi. Au lieu de labourer les champs, on travaille ici. Les voyageurs s'éloignent parfois des grands axes en empruntant des petites routes seulement accessibles à moto. Ça tape un peu les fesses, c'est difficilement praticable, il faut faire confiance à son chauffeur parce que si on lui fait pas confiance, je pense qu'on a vite tendance à mettre les pieds sur le côté, mais il a fait ça comme un chef. Le groupe va passer la nuit dans cette auberge tenue par une famille de l'ethnie thaï. Vous pouvez choisir un lit, les toilettes sont derrière et la salle de bain en bas. Okay. Thank you so much. Et le dîner est à 7h30. On se fait conduire, mais c'est fatigant quand même. On voit trop de belles choses. Pendant que les touristes s'installent, les conducteurs se détendent. Ils sont embauchés à la journée et payés l'équivalent de 10 € par jour. C'est un salaire plutôt bas selon moi. Mais c'est vrai que dans cette région, on peut en vivre. Ça peut suffire. La boucle d'Asiang, c'est des kilomètres avalés, mais aussi des moments de convivialité autour du fameux vin de riz local. Vous êtes prêts? Cette province du Nord n'attire pas que des étrangers. Ces 4 amis vietnamiens viennent de Bac Ninh, près de la capitale, et visitent la région pour la première fois.
Personnellement, je voulais venir jusqu'ici pour découvrir les différentes cultures des groupes ethniques du Vietnam, juste pour le plaisir. Je voudrais aller partout pour explorer mon pays. J'avais envie de venir ici depuis longtemps et je suis contente de pouvoir le faire aujourd'hui. La route est ponctuée de points de vue à admirer et de sites naturels à explorer. Les guides ont choisi de s'arrêter dans ce village pour que les touristes profitent d'une pause sur l'eau. Ils ont en fait des grands bambous qui leur permettent de pousser le fond de l'eau pour nous faire avancer. Et ensuite là, ils se sont accrochés à un fil. Le fil le tire petit à petit, ça nous fait avancer direction le point où on doit aller, quoi. L'endroit, longtemps méconnu, est désormais de plus en plus fréquenté, ce qui a changé la vie des habitants. Un de mes métiers, c'est de piloter des radeaux. Mais mon métier principal est maçon. Les radeaux, je n'ai commencé que cette année. Avant, il n'y avait pas encore de touristes occidentaux, mais seulement des touristes vietnamiens. Maintenant, il y a beaucoup d'occidentaux. Authentique et sauvage, la province d'Asiang séduit de plus en plus de baroudeurs en quête d'aventure. Regarde, j'ai trouvé une fleur comestible. Très sucrée. Tu veux goûter? Ouais. Tu manges les pétales ou tu manges tout? Tu l'ouvres comme ça. Ah, tu enlèves ça, tu enlèves le dessus. Ah, ouais. Ok. Ça va te donner de l'énergie. Oh là là. Je fais partie de la communauté de l'ethnie Zhao. Hein, je crois que no comment. Non, je crois que c'est ça. On dit rien. Elle me charrie. Ta maman, elle me charrie. Ah là. Là, on est dans la dignité. Je suis un haut dignitaire des Zhao. Bon, on rigole, mais on est parti randonner, mais surtout on est parti récupérer, chercher, cueillir des herbes, des plantes. Oui, on utilise les plantes pour se soigner. C'est bon pour le corps, le mal de dos, les épaules, partout. Ce sont des connaissances ancestrales que l'ethnie des Zhao détient depuis des siècles, j'imagine. Les Dao sont originaires de Chine et ils possédaient déjà la connaissance de la médecine par les plantes. Quand on est arrivé au Vietnam, au 8e siècle, on a su conserver ce savoir jusqu'à maintenant. Il se transmet de grand-mère à mère jusqu'à fille, chaque génération. D'accord. Je continue d'apprendre avec ma maman et dans le futur, je ferai pareil avec ma fille. D'accord. Maman connaît plus de 200 plantes pour se soigner. Elle a tout dans sa tête. Pas d'écrit, pas de livre, juste de la mémoire. D'accord. Et c'est à elle qu'il faut remettre la couronne. Voilà. Meike, tu es la reine des plantes. Le village de Tafine, il est à quelle altitude là? Ici, on est à 1500 mètres d'altitude. C'est assez haut. Il fait froid toute l'année. C'est un travail de funambule là, hein? Tiens. Cette plante soigne les bébés quand ils ont des démangeaisons. Et ça, on le met dans un bain purificateur. Très bien. Ces plantes-là ne se mettent pas dans un bain. Elles sont aussi à boire. D'accord, ok. C'est spécialement pour les hommes. Pour les hommes, pourquoi ça?
On appelle cette médecine 100% en forme, 2 personnes heureuses. Tu en as besoin? C'est pour toi? Ça va pour l'instant, ça va, mais on ne sait jamais, ça arrive à un moment donné dans la vie. Hein. Quand tu ramènes ça à ton mari, tu lui donnes un signal un peu quand même. Yeah. To be happy. Avec la brume. Et c'est presque, ouais, c'est hors du temps comme moment. On est passé des rizières là à une autre agriculture. Ils sont beaux les choux, hein. Oh là 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 là. Oh là là. Alors, comment ça va? Pas trop difficile? Heureusement, ton buffle a l'habitude. C'est une Formule 1 du labour, là. Il est en train de labourer son terrain pour y mettre du riz. Ensuite, il remplira d'eau et il pourra mettre ses plants de riz. La terre a l'air très riche, là. Hein. C'est rudimentaire hein, comme matériel, mais c'est toujours aussi efficace. Tu veux essayer de le faire? Oh là non. Non, je suis déjà très mauvais en ski nautique, donc je n'ose même pas essayer ça. Ici, si un homme ne sait pas labourer ses rizières avec un buffle, il ne trouve pas de femme. Ah bah, je serais célibataire alors. Le buffle est très utilisé ici, toujours, hein, en Vietnam. Hein. Oui, les rizières sont escarpées. On ne peut pas amener de tracteur. Oui. Juste le buffle. Bien sûr, bien sûr. Ok. Bienvenue dans notre maison. Toute la famille vit ici. C'est là que tu as grandi alors. Wow. J'ai vu en passant qu'il y avait comme des grands fûts dans lesquels je pense que ce sont les clients qui viennent prendre des bains aux plantes ici. Oui, on propose des bains aux plantes. Tu peux y aller si tu veux. Maintenant? Ça va te réchauffer le corps. Ah, ça va me réchauffer, ça va être bien. Un bon bain chaud. Oui, ça va sans doute avoir plein d'effets bénéfiques. Oui, entrez. Comment ça va, Jérôme? C'est formidable. L'eau n'est pas trop chaude? Est-ce que tu es heureux? C'est le paradis. Je ne veux pas en sortir, en fait. Je pense que je vais rester là encore une petite journée. Bon, je viens vous accompagner parce que je vous vois affairé à broder, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites là? Tu sais, dans la culture Dao, si une fille ne sait pas broder, elle ne trouvera pas de mari. Ah, d'accord. C'est pour ça que les filles, dès l'âge de 6-7 ans, apprennent à broder. D'accord. Tu vois, les motifs jaunes représentent les rizières en étage. Tu sais combien de temps il nous faut pour faire une veste comme ça? Je sais pas, 1 mois? 1 an, et même parfois 2. Non. Oh là là. Il y a plusieurs communautés Dao. Vous êtes les Dao rouges. Au Vietnam, il y a plusieurs groupes de Dao. Les rouges, les fleurs, les noirs, les bleus. Plein de communautés différentes qui vivent un peu partout. Ici, à Sapa, nous sommes les Dao rouges parce qu'on porte une coiffe rouge. On a le même langage, mais on n'a pas les mêmes vêtements. J'ai beaucoup d'admiration pour votre patience et votre talent à faire ça. En 2020, la broderie des Dao a été classée patrimoine immatériel à l'UNESCO. Waouh, c'est super. Voici l'endroit où on vend nos broderies pour les touristes qui passent. Ah oui, il y a plein de choses alors. C'est très chouette ça. Il y a le bandeau. Pour jouer au tennis. C'est pour les filles. Les petits bracelets là, c'est chouette ça aussi. Ça, c'est quoi? On retrouve les motifs des rizières et le rouge, ça porte chance. Très bien. Ah ben, rouge, pour me rappeler votre couleur. Merci. Je vais prendre ça. Très bien, merci. Regardez les tuniques, là, elles sont vraiment magnifiques.
Jérôme! Ouais? Viens, on prépare le repas. J'arrive. Vous avez besoin d'un petit coup de main? Yes. On brocolise. C'est toi qui as eu l'idée de vouloir accueillir les gens, pas seulement pour prendre des bains en plantes, mais aussi pour qu'ils restent dormir, pour qu'ils restent manger, pour leur proposer une expérience au plus près de votre vie de tous les jours? Oui, c'est moi. C'est toi? Oui, ça m'étonne pas. En 2017. Ma famille est une famille très pauvre. J'ai vu que beaucoup de touristes venaient ici au village. Ils voulaient dormir sur place et je me suis dit, faisons des gîtes pour les accueillir. Oups. Tu veux essayer? Ouais. Retourne un petit peu comme ça. Et tu as eu l'occasion déjà de visiter un petit peu ton pays? D'aller dans le sud, d'aller en bord de mer? La mer? Yeah? Non, je suis toujours restée ici. Et c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, je rêverais de voir la baie d'Along. Et j'espère amener toute ma famille voir ça. On va se régaler. Oh, il y a toute la famille. Super. Oh, c'est beau, quelle belle tablée. Bon appétit. Waouh. Et tu me dis seulement maintenant que tu parles français. Un petit peu. Ah, c'est chouette. La petite puce, elle est là, j'avais pas vu. Elle dort. Donc ça veut dire qu'il y a 4 générations qui sont à la même table là. C'est formidable ça. C'est très très bon. Est-ce que d'habitude les gens de la chambre d'hôte viennent manger comme ça avec vous? C'est super. Mais Kim, comment s'appelle ta grand-mère? Son nom c'est Yomei. Dans notre culture, toutes les femmes ont ce surnom, Mei, qui signifie belle. Les hommes aussi ont un surnom, Pa. Très bien. Ça veut dire grand. Ok. Donc les femmes sont belles et les hommes sont gros. Tout le monde est habillé en costume traditionnel, sauf moi. Alors j'ai juste quand même un petit témoignage, voilà, de la culture et de la tradition des Dao rouges que je garde avec moi et vous serez tous les jours avec moi, comme ça. J'espère qu'il portera chance. Merci beaucoup. Il se réveille tout juste. Les pangolins ont un long museau et une longue langue, de 20 à 30 cm. Ici, on leur donne à manger dans un tube en bambou assez profond, de sorte qu'ils doivent vraiment utiliser leur langue pour prendre toute la nourriture. Le pangolin est le seul mammifère au monde à être recouvert d'écailles. C'est vraiment dur. Quand un pangolin est en danger, il se recroqueville en boule et tout son corps est protégé par ses écailles. Il n'y a plus de prise possible. Les prédateurs ne peuvent plus les attaquer. Mais cette technique ne fonctionne pas contre les humains qui n'ont plus qu'à les ramasser. Parce que quand ils sont en boule, ils ne peuvent plus bouger. Lui, c'est Kin, un de nos pangolins javanais. C'est une victime des pièges à coller. Il a perdu ses 2 pattes avant. À cause de ça, il ne peut pas être relâché dans la nature. Sander travaille pour une ONG vietnamienne de protection de la vie sauvage. Au cœur du parc national de Cuc Phuong, ce sanctuaire accueille différentes espèces victimes du trafic international, comme le biturong, la loutre cendrée et surtout le pangolin. L'animal, devenu célèbre malgré lui pendant la pandémie de Covid, est aussi le plus braconné au monde. Son commerce et sa consommation sont interdits. Mais ce petit mammifère reste très prisé au Vietnam et dans d'autres pays asiatiques. Les hommes le braconnent pour sa viande et les écailles sont utilisées dans la médecine traditionnelle. Parfois, ils mettent même le pangolin entier dans le vin de riz. 1 kilo de viande de pangolin se vend 5 millions de dong, soit 180 € au Vietnam. Pour certains, c'est l'équivalent d'1 mois de salaire. C'est pour ça qu'ils continuent à le faire, même s'ils risquent la prison.
Les animaux saisis par les autorités vietnamiennes sont confiés à ce refuge. Ils arrivent ici le plus souvent déshydratés et blessés, comme cette femelle pangolin recueillie 5 semaines plus tôt. Elle a été blessée à la queue à cause d'un piège à coller quand elle était encore dans la nature. Mais elle guérit remarquablement bien d'elle-même. Elle souffre aussi au niveau des griffes. Il y a de bonnes chances qu'elle se soit blessée à cause de la cage ou du sac dans lequel elle a été transportée en essayant de s'échapper. Elle a dû se casser les griffes comme ça. Il faut changer les bandages tous les 3 jours et ces soins vont encore durer quelques semaines. L'équipe vétérinaire profite de l'anesthésie pour pratiquer une échographie, car la femelle attend un petit. Ah, j'ai les battements du cœur. Si tout va bien, cette femelle sera relâchée dans la nature avec son petit dans quelques mois. Régulièrement, des membres de l'équipe explorent le parc à la recherche de la meilleure nourriture pour les pangolins. Tien et Lily vont tenter de ramener un nid de fourmis tisserandes, dont raffolent les petits mammifères dans la nature. Essaye de le faire tomber à un endroit où on pourra le ramasser. Plus le nid est gros, plus il contient d'œufs de fourmis, particulièrement nutritifs pour les pangolins. Allez, allez, attrape ça. Et on doit se dépêcher maintenant, car elles s'en prennent à nous parce qu'on vient d'attaquer leur nid. Donc on doit le couper maintenant. On a assez de nourriture pour les bébés pangolins aujourd'hui. L'ONG met tout en œuvre pour que les pangolins puissent retourner vivre dans la nature quand leur état le permet. L'ère de semi-liberté est la dernière étape avant le retour à l'état sauvage. Les pangolins vont rester au minimum 1 mois dans cette zone de semi-liberté. S'ils réussissent chaque test, ils pourront être relâchés dans la nature. Tien pose des pièges photographiques pour pouvoir observer le comportement de ces animaux nocturnes. On veut voir les pangolins sortir, vérifier s'ils peuvent trouver de la nourriture seuls et comment ils agissent la nuit. Travailler avec les pangolins demande beaucoup de temps. On doit être patient. Mais quand je les vois repartir dans la nature, ça me donne encore plus de motivation pour continuer et je me sens très heureux. En 10 ans, cette organisation vietnamienne a remis en liberté près de 1100 pangolins. Les paysages sont absolument extraordinaires. C'est un patchwork de couleurs, là. Ces rizières. C'est beau, hein? Oui, le mont Phan Xipan est la plus haute montagne du Vietnam. Beaucoup de monde monte pour prier et admirer la vue. D'accord, ok. Tu me gâtes pour la fin de mon voyage. Hein. Merci. De rien. Come on, come on. J'ai mis mon... Ouais, j'ai mis mon bonnet de Dao noir. Ton bonnet noir. On sent l'altitude là. Ouh. C'est superbe. À partir d'ici jusqu'en haut, il y a 500 marches. Ok. Bon là on a fait quoi? On a fait un tiers. Ouh, le vent il permet à peine de prendre sa respiration tellement il arrive fort, tu sais. On va jusqu'au Bouddha? Allez. T'es pas essoufflé toi, hein? Tu vis en altitude? Il est majestueux ce Bouddha, hein? Il est monumental.
C'est assez étrange parce que j'ai l'impression que le site n'est pas si ancien que ça en fait. Ce site Fansipan a été construit à partir de 2013 et ouvert au public en 2016. Ok, donc c'est très très récent. Il y a eu une envie aussi de mettre en valeur ce patrimoine naturel en créant un site à la fois de visite mais un site aussi religieux. C'est assez symbolique je trouve du développement de ton pays en fait. Il y a de plus en plus de touristes, donc d'un point de vue économique, c'est plus favorable. Les Vietnamiens peuvent avoir une meilleure vie. Mais l'authenticité est restée en fait. Et ça m'a beaucoup touché de voir que le pays n'a pas été défiguré par aussi ce développement économique. Donc je compte sur toi, je compte sur les Dao Rouges pour rester bien présente et bien défendre votre culture et vos traditions. On ne sait pas de quoi sera fait demain, mais quoi qu'il arrive, on fera notre maximum pour garder notre culture, car nous y sommes très attachés. Oh là 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 là, cette vue! Vous avez vraiment des atouts incroyables ici dans le Nord. Et aussi beaucoup d'endroits, notamment les villes, Hanoï, son vieux quartier, tout comme Hoi An d'ailleurs, qui gardent aussi leurs racines là, très très ancrées dans votre histoire. Et c'était un très beau voyage. Thank you so much. Prends soin de toi, prends soin des tiens, je te souhaite le meilleur. Et promets-moi que lorsque tu réaliseras ton rêve d'aller voir la baie d'Along, tu m'enverras une photo de toi et la famille là-bas. D'accord? Promis? Ça marche. Voilà, mon voyage dans le nord du Vietnam se termine. J'espère que vous avez apprécié tant sa culture que ses paysages. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay, suivre les coulisses de nos tournages sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous. À très bientôt. Tam Biet. Au revoir. Au revoir. Ah oui, bien ça. Au revoir.